qui est l'Europe c'est la paix, mais cette fois-ci avec un E, c'est-à-dire la paye, la rémunération. La Commission européenne, donc vous savez que c'est le véritable gouvernement de l'Europe. Elle porte un nom qui est un nom qui ne parle pas aux Français, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est en fait un véritable gouvernement qui prend des décisions. Les directives européennes, les recommandations européennes ne sont pas des conseils donnés, ce sont des obligations de faire. Donc cette Commission européenne comporte 37 385 fonctionnaires. Un quart de ces fonctionnaires gagnent plus de 10 000 euros par mois. Nous avons donc affaire à une structure qui est extrêmement consommatrice de fonds publics. C'est quand même rare de trouver une structure publique où un quart des fonctionnaires gagnent plus de 10 000 euros par mois. Il y a 214 fonctionnaires qui gagnent entre 15 et 18 000 euros par mois, soit autant qu'Angela Merkel. Pourquoi je dis autant qu'Angela Merkel? C'est parce que ces données sont des données qui proviennent du Financial Times Deutschland, c'est-à-dire un journal, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui est un journal allemand. Et le Financial Times, enfin de plus officiel, tout ce qu'il y a de plus sérieux plutôt, excusez-moi, et qui est une filiale du Financial Times britannique. Vous savez que d'ailleurs au passage que les Allemands, comme les Britanniques, comme les Scandinaves, comme les Néerlandais, comme les peuples du Nord de façon générale, portent un intérêt très particulier à ces questions-là. Je sais qu'en France, quand on évoque ces sujets, on se fait rapidement taxer de poujadistes, de combats, comme si ça n'était pas vraiment des critiques tout à fait fondées. Mais si, ce sont des critiques fondées. En tout cas, les Allemands dont on nous dit qu'il faut prendre modèle continuellement sont les premiers à dénoncer notamment ce train de vie. Le coût approximatif de la Commission européenne, selon le Financial Times Deutschland, c'est quand même de 1 milliard d'euros chaque année. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Je souligne que les fonctionnaires européens de nationalité française sont exonérés chez nous de l'impôt sur le revenu. Alors même que vous avez vu les rémunérations dont ils disposent. Je le souligne, non pas pour comment dirais-je, appeler la vindicte publique contre une catégorie de personnes. Je le dis simplement parce que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui vont exiger de l'État en France qu'ils réduisent le nombre de fonctionnaires en France, alors qu'eux-mêmes sont des fonctionnaires, qu'ils réduisent les rémunérations des fonctionnaires en France, alors qu'eux se servent des rémunérations de nabab, et qu'on augmente en permanence la pression fiscale, ou bien, comme on va le voir, que l'on dégrade continuellement les retraites, alors que vous allez voir le système de retraite aux petits oignons que toutes ces personnes se sont préparées. Donc moi je dis que dans la vie, surtout quand il y a un problème de crise économique, eh bien on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un double standard. Il faut que tout le monde se mette au pot. Il ne peut pas y avoir des gens qui vivent d'une façon extraordinaire et puis qui donnent en plus de ça, qui se payent le luxe en plus de tout cela, de donner des conseils de parcimonie aux autres. La diplomatie européenne n'existait pas jusqu'à il y a encore disons une dizaine d'années. Elle a été créée par le traité de Maastricht en 1992, il y a 19 ans, mais on peut dire qu'elle s'est mise en place progressivement. Eh bien, cette diplomatie européenne occupe 8000 personnes et coûte 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros par an pour être sous la tutelle de Madame Ashton, la baronne Ashton of Upperland, une Britannique, dont l'activité est d'être pour 95% du temps complètement alignée sur les États-Unis d'Amérique. Nous avons ici une structure qui est totalement superfétatoire et qui ne cesse que de nous embêter. Il faut par exemple que les Français sachent que dans chacun des grands pays où nous avons des ambassadeurs, par exemple à Tokyo ou à Pékin, eh bien, tous les mois, je crois, se réunissent les 27 ambassadeurs de 27 pays de l'Union européenne, plus le représentant de la Commission européenne, qui réunit tout ce petit monde pour avoir des positions communes. Alors qu'évidemment, les Français qui travaillent en Chine, je prends cet exemple parmi d'autres, savent très bien que nous avons des intérêts extrêmement divergents. Les Français essayent de pousser, par exemple, la vente d'une centrale Areva contre tel ou tel projet de centrale de chez Siemens.
on a poussé le TGV fabriqué par Alstom contre le projet ICE fabriqué par Siemens. Et je pourrais multiplier à l'envi tous ces exemples-là. Donc nous avons en fait quelque chose de très artificiel. Il se trouve que je connais un certain nombre de diplomates dans un certain nombre de pays du monde qui, toutes portes fermées, se tirent les cheveux devant cette chose complètement artificielle d'avoir une diplomatie européenne qui, en réalité, mène au blocage général et à un alignement complet sur les positions américaines et otaniennes. En attendant, ça coûte 8 milliards d'euros par an. Parmi les frais de fonctionnement qui sont utilisés, j'en vais en citer quelques-uns pour que vous voyez un petit peu le genre. Ça, c'est à Luxembourg. L'Union européenne, en 2009, a acheté un immeuble pour 5 100 000 euros afin d'y loger le foyer européen. C'est un immeuble qui abrite le cercle culturel des institutions européennes, bien entendu réservé aux seuls employés de l'Union européenne. On a affaire à un système de nomenclature à la soviétique. Au rez-de-chaussée, on trouve un restaurant où les employés de l'Union européenne et leurs invités peuvent dîner. Dans les étages supérieurs, un cercle de danse des Highlands, un club de dégustation de vin, un club de céramique. Ces informations viennent notamment d'un dossier sur les contribuables qui protestent contre ces frais. 5 100 000 euros. Était-il nécessaire de faire ce genre de dépenses somptuaires? De la même façon, au sein des institutions européennes, on se fait des cadeaux. En 2009, 36 860 euros d'achat de cadeaux en foulard, cravate, maroquinerie de luxe chez le sellier italien Nazareno Gabrielli. Ce sont des sources là qui viennent de la Cour des comptes européenne. On a eu également en 2009 pour 40 052 euros d'achat de cadeaux protocolaires chez Svevia Argentieri. On a eu également maintenant le salaire des commissaires européens. Le salaire des commissaires européens en juin 2011. Le salaire net mensuel est de 17 510 euros. Donc les commissaires européens, vous savez, ce sont les représentants de chaque État, un peu l'équivalent d'un ministre. Salaire net mensuel, 17 510 euros. Une indemnité de résidence égale à 15% du salaire brut, ça fait 2 986 euros. Une indemnité mensuelle supplémentaire de 607 euros. Ça fait 21 103 euros par mois. À quoi il faut ajouter une indemnité d'installation de 2 mois de salaire, donc 35 020 euros. Plus des remboursements de frais de transport, d'emménagement, de déménagement particulièrement généreuses, plus une indemnité de départ d'un mois de salaire de 17 510 euros. Plus des indemnités transitoires à l'issue du mandat de 40 à 65% du salaire versé pendant 3 ans. Vous voyez qu'on vit quand même bien, et c'est ça d'ailleurs qui a fait bondir les Allemands, les Néerlandais, les Britanniques, quand eux, ils savent comment on se sert à la Commission européenne. Ces personnes qui sont les premières à appeler tous les États d'Europe à la rigueur. Par ailleurs, on voyage également confortablement. Les frais de mission des commissaires européens en 2009, les frais de mission pour M. José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, se sont élevés à 730 230 euros dans l'année. 730 230 euros de frais de voyage et de déplacement en une année pour le président de la Commission. Ça veut dire 60 000 euros, 60 852 euros de dépenses mensuelles, ou bien 2 000 euros par jour, tous les jours, 2 000 euros de frais de déplacement et d'hôtel. Ça fait quand même beaucoup. À noter que M. Barroso, le président de la Commission européenne, a passé 200 jours en déplacement en 2009 pour 230 jours ouvrables. Les frais de mission de Mme Ferrero-Waldner, qui à l'époque était commissaire chargée des relations extérieures, se sont élevés à 434 257 euros. Les frais de mission du commissaire le moins dépensier en 2009, M. Leonard Orban, s'élevaient à 49 695 euros. Le total des frais de mission dépensés en 2009 s'est élevé à plus de 3 900 000 euros pour la Commission. C'est presque un détail par rapport à ce que j'appelle le jackpot des retraites des fonctionnaires européens. En juin 2011,
les fonctionnaires européens engrangent des retraites qui sont très élevées, qui atteignent 70% du dernier salaire. Deuxièmement, il me semble qu'il liquide ses pensions, comme on dit, c'est-à-dire qu'il commence à recevoir ses retraites après une durée de travail, une durée de cotisation tout à fait dérisoire. Je rappelle que on ne parle pas seulement des fonctionnaires ici, on parle on ne parle pas seulement des commissaires européens, on parle de tous les fonctionnaires de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission européenne exigent l'allongement de la durée de cotisation dans tous les États membres. Vous savez qu'en France, il y a encore quelques années, 3-4 ans, la durée de cotisation était de 37 années et demie, puis elle a été montée à 40 ans, puis à 41 ans en 2012, puis il est prévu qu'en 2020, elle passera à 42 ans. Ce sont sous la pression, sous les directives bruxelloises que nous procédons à ça. Il ne faut pas croire que c'est spécialement le gouvernement Sarkozy ou M. Fillon qui l'exige. Je ne cesse d'expliquer dans mes conférences que des efforts sont demandés dans tous les pays de l'Europe occidentale, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, peu importe. D'ailleurs, ça faisait partie des décisions qui étaient dans le rapport du 8 avril 2003 de la Commission européenne dans le cadre des grandes orientations de politique économique, donc c'est-à-dire depuis très longtemps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les mêmes qui exigent ces durées de cotisation qui, pour eux, ont décidé qu'ils pourraient valider leur retraite après 15 années et demie de cotisation. Donc il suffit à un fonctionnaire européen d'avoir travaillé 15 années et demie pour pouvoir liquider sa pension, bénéficier de la retraite à taux plein, et à 70%. C'est vraiment, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et c'est quand même particulièrement inadmissible. Alors on a les séries des retraites des fonctionnaires européens, vous trouverez ça sur Internet. Quelques exemples. Par exemple, M. Buttarelli, qui occupe le poste de contrôleur adjoint de la protection des données, aura acquis, après seulement 1 an et 11 mois de travail, 1 an et 11 mois de service, en novembre 2010, une retraite de 1 515 € par mois jusqu'à la fin de ses jours. C'est quand même pas mal après 1 an et 11 mois de travail. C'est l'équivalent de ce que touche en moyenne un salarié français du secteur privé après une carrière complète, c'est-à-dire après avoir cotisé pendant 40 ans. Son collègue Peter Hustings vient de voir son contrat de 5 ans renouvelé. Après 10 années, il aura droit à près de 9 000 € de retraite par mois. Roger Gras, greffier à la Cour de justice européenne, va toucher 12 500 € de retraite par mois. Pernilla Lind, juge au tribunal de première instance, 12 900 € par mois. Damaso Ruiz Rabo Colomer, avocat général, 14 000 € de retraite par mois. Vous voyez qu'on vit très confortablement dans les instances européennes, et encore une fois, personne ne les critique. On n'a pas le droit, par principe, de critiquer l'Europe. Et au contraire, avec ces rémunérations et ces retraites qu'ils se servent, ils se payent encore le luxe, et bien d'exiger que les autres, eux, taillent dans les retraites. Alors, j'ajoute qu'il y a encore plus fort, c'est l'absence de cotisation. C'est-à-dire que non seulement il leur suffit de travailler pendant 15 années et demie, mais en plus, ils ne cotisent pas. Pour bénéficier de ces super retraites, les fonctionnaires européens ne versent pas 1 centime d'euro, tout est à la charge du contribuable, c'est-à-dire de vous et de moi et des contribuables européens. Donc les Français cotisent toute leur vie, et au moindre retard de paiement, je pense en particulier aux artisans, aux petits commerçants, je ne parle pas des salariés des grandes entreprises, mais ceux qui cotisent au moindre retard de paiement encourent des rappels, des amendes, des pénalités de retard. Les européistes, eux, se sont carrément exonérés. C'est-à-dire qu'ils font payer leur retraite par les autres. Les magistrats de la Cour des comptes européenne, qui pourtant sont censés, je cite le texte, contrôler si les dépenses de l'Union européenne sont légales, faites au moindre coût et pour l'objectif auquel elles sont destinées, profitent eux aussi du système et ne paient pas de cotisation. En d'autres termes, au moment même où ces 36 000 fonctionnaires fustigent les problèmes financiers des retraites des États membres de l'Union européenne, ils bénéficient à nos frais de pensions qui vont jusqu'à 14 000 € par mois après seulement 15 ans de carrière et sans même cotiser.
Ça, c'est maintenant, je vous ai parlé des profiteurs de la Commission, on va parler maintenant des profiteurs du Parlement européen.